Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Culture T, votre émission entièrement dédiée, dévouée, consacrée à vos villes, à vos territoires à travers vos artistes. Cette semaine, nous sommes à Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine et à cette occasion, on va profiter d'un musée tout à fait exceptionnel, le musée Paul Belmondo, entièrement consacré à l'artiste et à la sculpture figurative du XXe siècle. Mais sans plus attendre, le sommaire de votre émission. Il appelle ça la ruche au tag. Rendez-vous dans un lieu exceptionnel, improbable, unique au monde. Alain Dominique Galizia nous parle de sa passion du tag et du graphe. Il est l'un des grands designers de chez Renault. François Leboine nous accueille à bord de l'une de ses dernières créations, un hommage à la ville de Paris. Thierry Lhermitte, faut-il encore le présenter, l'un des acteurs les plus connus en France. Il nous évoque son dernier film, Quai d'Orsay, et son lien très particulier avec la ville de Boulogne-Billancourt. On va débuter cette émission avec un premier entretien, direction le Pont de Sèvres à Boulogne-Billancourt, avec l'un de ses enfants prodiges, Zoxy, l'un des tauliers du rap français. J'écris des silences, à Dieu seul donne mon obédience. Mon flow c'est de l'eau bénite, le tien de l'eau pétillante. Petit, j'ai bien que t'aimes les histoires croustillantes. Au lit MC repartent en couche culotte tous criants. Toujours brillant, depuis à mon tour de briller. Pourtant ils ont tous voulu me griller. Sinon à part ça tout est cool. Si le rap part en couille, je lui prête mes douilles. Zoxy, bienvenue en Culture T. Je te dis pas bienvenue au Pont de Sèvres parce que c'est un petit peu ta patrie. Ouais, c'est ici que j'ai j'imagine que ça représente beaucoup pour toi. Ouais, ben, c'est ici que j'ai fait mes premières armes au football et aussi dans la musique. C'est là que j'ai rencontré aussi Danny Dan. Donc c'est vraiment un point super stratégique pour moi. Les premières écritures liées au rap, tu t'en souviens? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur particulier? Ouais, c'est la radio à l'époque. Avec mon frère, on trifouillait un peu, on a dû tomber sur Radio 7. Donc on commençait à entendre ces artistes avec un débit voilà, nouveau, quoi. Parce que les Sages-Peaux sont nés en 87. Ouais. Première sortie en 93, mais 87, c'est la naissance des Sages-Peaux. T'avais quoi, 14 ans, 13 ans? Ouais. C'est incroyable quand même. Ouais, j'ai commencé assez tôt, quoi. Et puis de dire on est les sages potes de la rue. Alors pour ton frère Dandal ça allait, mais toi t'étais tout jeune. Ouais, mais en fait à la base on s'appelait pas sages potes de la rue. À la base c'était les soul pop rock MCs. Voilà, parce que c'était différents courants musicaux qu'on aimait bien et ça sonnait bien à l'oreille. Soul pop rock, il y avait un truc et au final on a gardé les initiales et ça, on est devenu sages potes de la rue par rapport à ce qu'on était, quoi. Dans la sono, tu veux savoir mon nom dans la rue, on me prénommait le philo. J'ai fait des sacrifices, mais jamais ne m'en suis plaint. Car les pili pour marche sur le chemin. Qu'est-ce qui fait marcher les sages, même sous l'orage, y'a pas la rage, qui nous rend de plus en plus sauvages. Qu'est-ce qui fait marcher les sages? 1995, premier album. Et le premier titre, c'est Je décompose les mots. Est-ce que ça résume bien ta façon, à toi et aux Sages-Peaux, d'écrire le rap? Ouais. Parce que quand on est arrivé, c'était un peu la vague Assassin, NTM. C'était du rap dur, hein? C'était du rap dur, voilà. Et si tu veux, nous on est arrivé avec ce côté technicien. C'était un peu, on était un peu ce qui se faisait aux États-Unis avec les Tribe Called Quest, Lord of Underground, etc. On arrivait avec un rap, avec le flow, ce dont tout le monde parle aujourd'hui. On a vachement accentué là-dessus, sur la technique. Et pourquoi peut-être aussi parce que moi aussi à cette époque je faisais du foot. Et j'étais connu dans le foot pour être quelqu'un de technique. J'étais une puce numéro 10, attaquant, etc. Donc c'est quelque chose que j'ai remis dans le rap. Et si tu veux, avec Danny, mon frère, on se prenait vraiment la tête sur ce qu'on allait écrire, les techniques qu'on allait faire. On appelait ça mettre de la science. C'est là qu'on a inventé ce terme-là, qui est propre à nous, qui n'a jamais été truc. Mettre de la science. C'est-à-dire on s'est vraiment pris la tête. Voilà, Mélo, sa technique, c'était le Papa Philo Funk, la voix bien suave, bien soul, jazz. Danny, c'était le roi des métaphores, ce que les gens appellent aujourd'hui punchline, c'est un des premiers, vraiment avec des belles images dans le rap. Et moi, le côté un peu plus fougueux, psychopathe, etc., voilà, lié à la technique, voilà, c'est moi. Donc un flow spécifique, nouveau, et aussi des sonorités qu'on n'avait pas forcément l'habitude d'entendre dans le rap à l'époque. Voilà, on a samplé du jazz, de la soul,
Et c'est vrai qu'on est arrivé avec ce son qui ressemblait un peu à ce qui se faisait chez la Native Tongue. Voilà, mais on a vachement insisté sur la musicalité, sur les mélodies. Et c'est quelque chose qui nous est toujours resté. Alors en 99, à mon tour de briller, c'était une nécessité pour toi? Non, non, si tu veux, ma carrière solo elle a été décidée pendant qu'on faisait justement Jusqu'à l'amour. Si tu veux, j'avais été contacté par Bustaflex qui préparait son album avec Cool Chain, NTM. Et si tu veux, Busta qui appréciait ce que je faisais depuis longtemps, voulait à tout prix bosser avec moi. Donc il était chez Warner et voilà, on a commencé à travailler des sons. Et si tu veux, nous avec Sajpo, à cette époque-là, on s'était dit on va faire des escapades solo, très inspirés par Wu-Tang, qui, même s'ils ont toujours été en groupe, à un moment ils partent en solo, avec chacun à son école. T'as Raekwon qui est comme ça, Ghostface comme ci, comme ça. Donc nous, très inspirés, on s'est dit on va faire comme ça, que chacun fasse voilà, ce qu'il a envie un peu, mais tout en gardant l'esprit du groupe, quoi. Tu fais partie, avec les Sajpo, des fondateurs, vous êtes devenus des classiques du rap français. Quand tu vois le rap aujourd'hui, 2013-2014, tu t'y sens toujours aussi bien, aussi enthousiaste, ou est-ce que c'est différent, complètement différent? Non, franchement, je me sens toujours très enthousiaste. Surtout d'autant plus là, en ce moment, je suis en train de travailler sur un nouvel album. Et il y a toujours ce côté challenge, quoi, qui me pousse, quoi. Envie de faire découvrir des nouvelles sonorités. On n'a jamais voulu être comme des suiveurs. C'est-à-dire même s'il y a des courants musicaux qui arrivent dans le rap, comme très souvent chaque année ou tous les 2 ans, et qu'on aime, on ne veut pas spécialement se résigner à faire la même chose. C'est-à-dire qu'on va peut-être s'inspirer, voilà, des flows qui peuvent venir de, je sais pas moi, d'Atlanta, de New York, de Chicago, etc. Mais on va vraiment amener notre sauce. On va vraiment amener la touche Sajpo. Donc il y a toujours ce truc-là qui excite, quoi, quand on est en studio et la scène. Et... Non, il y a toujours cette flamme, ça c'est clair. Tout est parti d'ici, d'un environnement assez dur. Et pourtant, les sonorités, les flows que tu as développés étaient soul, parfois tendres, avec de l'amour, des belles histoires aussi, même s'il y avait des histoires dures. C'était une sorte de réaction à cet environnement aussi? En quelque sorte, ouais. C'était soit on allait justement dans la direction sombre, très sombre, ou alors on essayait d'apporter de la lumière. Pour ça aussi, on a eu des groupes au Pont de Sèvres qui l'ont très bien fait dans le dark, le sombre, comme Lunatic, qui étaient vraiment, eux, l'image du rap hardcore. Mais c'est des gens qui étaient avec nous. C'est-à-dire, la particularité aussi de Beat de Boule, c'est que chaque membre avait son truc. Et nous, Sajpo de la rue, on faisait aussi le son qui nous ressemblait le plus, malgré qu'on était dans un environnement dur. On a une enfance vraiment sympa pour des jeunes. Voilà, donc c'est ce côté, voilà, positif qu'on a mis et qu'on met toujours en avant. Merci à toi. Merci. On te retrouve, tu es sur tous les réseaux sociaux, ouais. Ton site aussi. Ouais. Un petit mot pour conclure ce passage au Pont de Sèvres? Je suis vraiment content que vous soyez venus parce que c'est vrai que Boulogne, le Pont de Sèvres, c'est vraiment un vivier d'artistes. Et aussi on avait un artiste peintre, Monsieur Rosenman, qui nous a quittés récemment et qui était super fort. Sa famille aussi est artiste, sa fille, Emma. Donc j'aimerais leur rendre aussi un hommage, lui rendre un hommage et voilà. Bon, on leur rend hommage. Merci à toi en tout cas et à bientôt pour d'autres aventures. J'espère. Bon, nous, vous le savez, Culture T, c'est découvrir des artistes de la façon la plus large possible. On était avec Zoxy, maintenant on va découvrir Thierry Lhermitte, je n'ai pas vraiment besoin de vous le présenter. Il va nous parler de son dernier film, Quai d'Orsay, tiré d'une bande dessinée, notamment sur Dominique de Villepin lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères. Et puis il nous parle aussi de Boulogne puisqu'il est né à Boulogne-Billancourt. All set? Let's go. J'ai rendez-vous avec le ministre. Voulez-vous patienter? Le ministre termine un entretien. Cet automne est sorti dans les salles le film Quai d'Orsay de Bertrand Tavernier. Comment ça va, camarade?
Adapté de la bande dessinée d'Abel Lanzac et Christophe Blain, Thierry Lhermitte y incarne Alexandre Taillard de Worms, un ministre des Affaires étrangères bouillonnant d'énergie et inspiré de Dominique de Villepin. J'ai besoin d'une équipe, Arthur. Un commando. Des gens réactifs, toujours en mouvement, 24 heures sur 24. Le scénario, il était super bien écrit, les dialogues extrêmement riches. Et donc en le travaillant, en discutant avec Bertrand, la gestuelle, elle vient juste appuyer le propos, quoi. Voilà. Mais comme le propos est particulier, du coup, la gestuelle qui va avec est particulière aussi. Voilà. Légitimité, tac, tac, tac. Unité, tac, tac, tac. Efficacité, tchac, tchac, tchac. Sinon, c'est la guerre. Si ce n'est pas la première fois que Thierry Lhermitte incarne un homme politique à l'écran, pour Quai d'Orsay, l'acteur s'est immergé dans les coulisses d'un cabinet ministériel. J'ai appris énormément de choses et on en apprend en plein dans le film parce que vraiment, entre la manière dont le cabinet se travaille, les questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, voilà, il n'y a pas Internet au ministère des Affaires étrangères. Tout ça, c'est dingue. Franchement, c'est extraordinaire d'apprendre tout ça. Ça va? Vous n'avez pas trop de travail? Vos femmes vont bien, les vacances, bonnes, les RTT. Vous êtes en sur-régime, là. Attention au burn-out. Hein. Venez, Arthur. Et le Thierry Lhermitte citoyen a une vision très pragmatique de ce que devrait être l'exercice du pouvoir. J'ai l'impression d'être copropriétaire de mon pays, comme les 60 millions d'habitants, et donc d'employer un syndic pour administrer. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un syndic qui vient de exposer comment ils vont gérer. Puis je lui dis, on va prendre celui-là, combien il coûte? Voilà, on va prendre celui-là. Voilà. Je vous confie ce qu'il y a de plus important, le langage. Je pense que les gouvernants dépassent très largement ce cadre-là. On entend des leçons de philosophie, de morale, toutes sortes de choses qui moi, ne m'intéressent pas. Je m'intéresse à la philosophie et à la morale, mais si je veux avoir une leçon de philosophie, je préfère lire un livre de philosophe. Et puis je ferais bien un bon syndic. Voilà, c'est ça qui m'irait. Mais les gens en général ne cherchent pas ça. Non. Ils cherchent un leader, un guide, tout ça. Moi c'est le syndic. Ouais. Et pour finir, Thierry Lhermitte, vous êtes né dans une clinique de Boulogne. Vous avez sûrement dû garder un souvenir de cette ville. J'ai très peu de souvenirs de cette clinique. Très peu. Non, je suis né à Boulogne, mais j'ai jamais vécu à Boulogne, mais du tout. Ma fille habite à Boulogne. Je vais souvent voir un ostéopathe qui est à Boulogne. J'ai tourné souvent au studio de Boulogne, mais voilà, je ne peux pas vous en dire plus sur Boulogne. Le discours, monsieur le ministre. Merci, camarade. On continue de découvrir ce musée Paul Belmondo à Boulogne-Billancourt. Derrière moi, la jeune fille en marge datant de 1956. Et nous aussi, on va continuer notre marche en avant vers les artistes boulonnais. Direction La Ruche au Tag, un lieu improbable, unique au monde, un petit peu comme son créateur, Alain Dominique Galizia. Alain Dominique, bonjour. Bonjour. On est dans un lieu un peu particulier, une sorte d'antre, du graffiti, du street art. C'est votre antre ou est-ce que les gens peuvent venir ici? En fait, ce n'est pas mon antre, c'est moi qui l'ai initié parce qu'à l'origine, j'avais acheté ce lieu, je suis boulonnais, pour en faire mon agence d'architecture. Et finalement, il est né très tôt un projet avec les artistes qui a été de faire différentes collections avec eux. Et donc, c'est devenu un peu l'endroit où les artistes venaient travailler et peu à peu, c'est devenu leur lieu. Et également, c'est un lieu où les Boulonnais et autres sont les bienvenus, bien évidemment, pour découvrir non pas un artiste, mais un art, le graffiti. Quel a été le déclic, l'étincelle? Est-ce que vous vous souvenez du jour où tout d'un coup, vous avez découvert, sur un mur ou ailleurs, cet art qu'est le graffiti? C'est-à-dire qu'il faut dire qu'au départ, je suis architecte. Bon, et forcément, j'avais la chance d'avoir un rapport privilégié au graffiti, puisque le graffiti, contrairement à ce qu'on dit, n'est pas un art de rue, c'est un art de mur intérieur. Et à l'intérieur de mes chantiers, sur les palissades, dès la démolition commençait, je voyais fleurir des œuvres extraordinaires, avec des noms écrits de façon extrêmement intéressante. Je n'y connaissais absolument rien.
Et en même temps, on me demandait de mettre mon nom sur une plaque de pierre pour l'éternité sur cette œuvre. Et je me disais, pourquoi on me demande de le faire et en même temps, on interdit à d'autres artistes, bénévolement, de déposer leur nom pour simplement quelques heures au même endroit. Et je me suis dit, il y a une injustice. Et c'est ce sentiment qui m'a mis en mouvement par rapport à cette démarche artistique. D'autant plus que lorsque j'en parlais, tout le monde était contre, tout le monde voulait me la cacher, me la masquer et la dénigrer. Et j'ai un peu pris l'étendard de cet art et c'est ainsi qu'est commencée cette longue histoire. Ça a été facile de les décider, ces artistes de l'ombre, à exposer au plus grand public ou à laisser leurs traces, non pas sur des murs qui se faisaient carchériser juste après, mais sur des toiles, comme on peut les voir ici. Je dirais que c'était un peu leur volonté au départ, parce que je n'étais que le vecteur du désir profond qu'ils avaient, contrairement à ce que l'on croit, à ce que cet art ne soit pas éphémère. Et lorsque je leur ai demandé justement, avec les poncifs, votre art est éphémère, vous êtes content qu'il disparaisse, ils m'ont dit non, pas du tout. Nous, notre souhait, c'est que notre art soit enfin reconnu, que nous puissions être dans les musées. Et je me rappelle John Wayne disant, je veux que les enfants de mes petits-enfants retrouvent ma trace, comprennent ma démarche et comprennent que c'est un vrai art qui a su évoluer et dont vous avez, vous, aujourd'hui les traces dans ce musée où nous aimerions être. Et donc ça a été un deal. Je leur ai dit, voilà, dans ce cas, venez à l'atelier, accepter de faire une toile pour moi, qui bien sûr leur a été achetée, et en échange, je vais mettre toute mon énergie pour que votre art soit reconnu et que vos œuvres soient préservées du temps, mais pas de la vue. C'est encore difficile aujourd'hui, fin 2013, de faire comprendre que le graffiti fait partie de l'art comme toutes les formes d'art qu'on peut connaître depuis la nuit des temps. Je ne suis pas le mieux placé pour vous répondre là-dessus, parce qu'il faudrait demander à chacun quelle est sa vision personnelle du graffiti. Je pense avoir modestement fait évoluer grâce à Tag au Grand Palais et après Né dans la rue, qui ont permis de mettre à jour cet art et au grand public de découvrir ce qu'on leur cachait. Parce qu'en effet, très peu de gens savaient que les œuvres sur toile existaient. Et en France, on a des rares pays où il y a la notion de tag. Dans d'autres pays, il y a un graffiti global, avec le tag, qui est le paraphe, qui n'est pas du tout artistique. Vous avez la signature, qui est déjà le degré supérieur, et la pièce, comme la pièce qui est derrière vous, qui est une œuvre plus élaborée, qui nécessite souvent des esquisses, un travail préparatoire. Et beaucoup de gens s'arrêtent au tag. Donc moi, mon but, c'est d'expliquer les différents niveaux et de comprendre comment, d'un simple mouvement social, on arrive à un mouvement artistique en montrant les graffitis. Mais c'est encore très difficile. Est-ce que vous avez le sentiment que dans un siècle ou deux, par exemple au Louvre, seront exposées des œuvres qu'on peut voir ici, avec les grands peintres, par exemple, de la Renaissance? Je ne suis pas sûr que le Louvre ait un département d'art contemporain qui lui donne envie de le faire. Alors maintenant, la question des lieux, je crois qu'il y a... La symbolique, hein. La symbolique, oui, la symbolique. Je crois que c'est davantage la question du droit de cité. Et je pense que le droit de cité, aujourd'hui, il est dans tous les musées du monde. J'ai reçu ici les plus grands spécialistes de l'art, j'ai reçu les plus grands galeristes, et tous m'ont dit ces œuvres ont leur place dans les plus grands musées, et ça peut être le Louvre, ça peut être Versailles. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'endroit interdit pour l'art, mais il y a encore des arts interdits. Malheureusement, le graffiti appartient à celui-là, non pas par la qualité de ses œuvres, mais par la volonté de ceux qui se veulent les gardiens du temple de l'art aujourd'hui. Ben voilà, tout est dit. Tout est dit. À très vite. Vous revenez avec des amis, vous êtes les bienvenus. Et je vous promets, je vous mets une bombe à disposition, parce qu'on n'a pas dit non plus que la bombe était l'instrument de peinture le plus dur à manier au monde. Oui, c'est vrai. Parce qu'une bombe est au pinceau ce que le violon est au piano. La note n'est pas faite. Avec un pinceau de 2 cm, on fait un trait de 2 cm de long. La bombe, c'est à la fois la vitesse, l'inclinaison, la pression, la distance qui font le trait. Il faut 5 ans pour manier une bombe très correctement, 10 ans, on dit, pour être un maître. Alain Dominique, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt. Je compte sur vous, hein, et avec vos amis, venez nombreux. On viendra. Alors, Culture T, on va continuer de découvrir soit des lieux artistiques, soit des artistes totalement inédits, mais on reste dans le cadre de Boulogne-Billancourt, hein, Culture T Boulogne-Billancourt. On va découvrir un designer de chez Renault. Évidemment, Renault, c'est Boulogne, les deux sont liés depuis très longtemps. Ce designer, François Deboine, a travaillé sur l'un des derniers concept cars de chez Renault. C'est parti.
Bonjour François. Bonjour. On est dans l'une de tes créations. On va en parler dans quelques instants. Le concept car Initial Paris, un concept car vraiment fabuleux, on le voit sur ces images. Mais pour faire ce concept car, il faut être designer. Chez Renault, comment on devient designer? Il n'y a pas une manière de devenir designer, il y en a beaucoup, mais elles ont toutes en commun la passion. Et cette passion, elle est particulièrement nécessaire pour passer toutes les étapes qui permettent à un designer de le devenir réellement. Et sinon, il existe des écoles, bien entendu. Elles sont nombreuses, mais en commun, comme je le disais, il y a cette passion, et notamment moi, celle qui m'a tenu depuis toujours, celle du dessin. Et cette passion du dessin fait qu'aujourd'hui, j'ai réussi à être designer. Et c'est encore cette passion du dessin qui, chaque jour, me tient. Ça veut dire, gamin, tu dessinais? Gamin, je dessinais, oui. Tu dessinais pas des voitures, déjà? J'en dessine aussi. J'en dessine aussi. Je pense aussi que la passion automobile, pour devenir spécifiquement designer automobile, fait partie intrinsèque des motivations. Mais le dessin lui-même, de créer des formes, d'être à la fois dans la sculpture et le dessin de la représentation, c'est quelque chose de fondamental pour devenir designer. François, moi je croyais qu'un designer automobile, c'était juste, allez, 3 coups de crayon sur une grande feuille blanche et puis c'est tout. Et apparemment, c'est pas exactement ça. Non, on aimerait bien que ce soit seulement ça, quelquefois. Parce que ça faciliterait beaucoup de choses. En fait, non, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'en fait, le designer, justement, on vient le chercher, parce qu'en gros, il doit résoudre une équation à multiples inconnus. Si je prends l'exemple de l'automobile, c'est un faisceau de contraintes ultra élevé, avec des points dans l'espace à respecter, des contraintes techniques, des contraintes de faisabilité, des contraintes économiques. Et ça crée un cahier des charges ultra complexe. Et on demande à une personne, par le dessin, par la sculpture, de trouver une forme à tout ça, qui fait que la lecture de cet objet va paraître très simple, très évidente et, si possible, très belle. Voilà un peu ce qu'est le rôle du designer, c'est de réussir à synthétiser les problématiques, à les réduire à leur plus simple expression, alors qu'en fait, c'est quasiment impossible. Alors, le concept car s'appelle Initial Paris, c'est-à-dire la quintessence de la France, c'est-à-dire des monuments, de la beauté, du luxe, un certain style à la française. C'était ça, ce concept car? Oui, en partie. C'est-à-dire que via l'image de Paris, il y avait la volonté de communiquer à l'international l'image d'une certaine France, d'un certain art de vivre. Et cette manière de vivre que Paris contient, on voulait l'utiliser pour notre vision internationale. Mais Paris, c'est aussi la Seine, et la Seine, c'est la naissance de l'automobile en France. C'est les rives de la Seine, c'est Boulogne. C'est aussi ça qui nous a intéressés, c'est notre passé, c'est notre histoire. Et on voulait que ce véhicule soit dans la lignée de tout ce qu'on a fait, et notamment l'histoire de l'espace, l'histoire des véhicules Renault. Voilà, c'était important pour nous. Alors, ce qu'on découvre ici, François, c'est des éléments qu'on n'a jamais vus dans une voiture. Évidemment, ce toit exceptionnel avec une cartographie de Paris. On découvre évidemment des nouveaux volants, des nouveaux matériaux, des nouvelles formes. Comment on crée le futur pour être, lorsque la voiture sort, dans le bon tempo? Tout est dans le ressenti. C'est-à-dire qu'à force d'être décalé dans le temps, en étant designer, puisque finalement on est toujours en train de terminer un véhicule 4 ans avant sa sortie, ce décalage dans le temps fait qu'on doit être hyper sensibilisé aux tendances. Les tendances de fond, qui sont des tendances d'avenir, ont souvent en amont leur première vague finalement. Et en fait, nous, on est ultra sensibilisés à reconnaître ces tendances et à sentir ce qui va venir. À ceci s'ajoute ce décalage qu'on a dans le temps. On essaie d'y ajouter ce que nous, on voudrait amener comme, en termes de modernité. Ça se traduit par des mots dans un premier temps, ensuite des images associées, des mondes créatifs. On essaie d'aller puiser dans d'autres mondes parallèles, voire totalement différents à l'automobile. Et ensuite, on les retraduit à notre façon pour exprimer ces émotions et pour que, à terme, le véhicule exprime des émotions qui sont en cohérence avec l'époque dans laquelle il va sortir. Donc il est évident que ce véhicule en contient beaucoup, qui dans un premier temps peuvent paraître futuristes, voire futiles, mais qui, on le pense, dans quelques années vont paraître tout à fait dans l'air du temps et même vont vraiment donner envie aux gens d'être dans leur véhicule de série. La voiture de tes rêves, ça pourrait être celle-là, par exemple? Chaque voiture que l'on fait représente une partie de nos rêves.
Mais la voiture de nos rêves, c'est toujours celle qu'on fera après. D'accord. Bon, bah alors on se retrouve pour un prochain de tes rêves alors. À bientôt, merci à toi. Des bronzes, des plâtres, des fusains, des aquarelles, ce musée Paul Belmondo permet de découvrir toute la diversité, la création, la créativité d'un des plus grands sculpteurs du XXe siècle. Votre émission Culture T est bientôt terminée, mais il reste une tradition désormais, c'est votre rubrique Beau Livre. C'est parti. Dans la chronique Beau Livre cette semaine, du steampunk en peinture, de la mode version Renoma et un musée Hergé à redécouvrir. Musée Hergé, un titre simple pour une plongée inédite dans les collections du père de Tintin. Près de 500 pages pour découvrir toute l'œuvre d'un génie absolu de la bande dessinée. Dessins originaux, notes, carnets, coloriages, documentation, objets. Une restitution unique pour mieux appréhender l'univers d'Hergé et de Tintin. Steampunk, de vapeur et d'acier. Ce somptueux livre aux éditions Le Pré aux Clercs vous invite dans l'univers onirique du peintre Didier Graffet. Ces peintures uniques sont accompagnées pour l'occasion de la plume de Xavier Mauméjean. Dans ce futur fantasmé, des machines volantes, des rêves devenus réalité, une folie visuelle qui en devient forcément attirante. Maurice Renoma, un style, une gueule, un créateur qui bouleversa avec son frère les codes vestimentaires dès les années 60. 50 ans de carrière qu'il célèbre aujourd'hui. Maurice, comment créez-vous ? Moi, j'essaye des univers nouveaux. Essayer des univers nouveaux, ça m'excite et ça m'enthousiasme. Et puis en plus, c'est difficile pour moi parce que je ne sais pas dessiner, je ne sais pas coudre, je ne sais rien faire. Donc j'essaye de faire quelque chose. J'ai l'impression de faire quelque chose. Mais c'est très douloureux en fait. Comme tous les gens qui font de la création, ça ne sort pas comme ça. C'est dans les entrailles. Si vous saviez comment les gens étaient coincés dans les années 60, entre la famille, on avait De Gaulle, qui est monsieur Charbon, qui nous a bien aidés à un certain moment, mais on était prisonniers de la religion, la famille, l'éducation, la politique, le système était en place depuis longtemps. Donc c'est vrai que moi, quand j'ai ouvert, la boutique s'appelait White House, Renoma, et en honneur de Kennedy, qui était le passeur pour nous. C'était vraiment, vous voyez, le type arrivé en Bermuda à la plage, c'est comme ça que j'ai fait les Bermudas en madras, etc. On a cassé toutes les règles. Comme les vêtements, on devait les avoir emballés, les montrer du bout des doigts dans des tiroirs. Ben, nous, j'ai tout ouvert, tout le monde se tutoyait et on a ouvert une brèche. Mais c'était passionnel. Quand c'est passion, on ne compte pas, on ne regarde pas, on bosse et puis voilà. Et puis c'est avec plaisir, quoi. All set? Let's go. C'est la fin de votre émission Culture T ici à Boulogne-Billancourt. Je tenais à remercier l'ensemble du personnel du musée Paul Belmondo. D'ailleurs, si vous souhaitez plus d'informations sur ce très beau musée, vous pouvez vous rendre sur www.boulognebillancourt.com. Toutes les infos de votre émission Culture T, c'est sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, avec mon profil et celui de Public Sénat. Et tous les vendredis matins, c'est ma chronique Coup de cœur bande dessinée dans Métro et Télé Loisirs. Ciao et à bientôt pour d'autres aventures dans Culture T.